La liberté reste une abstraction et chaque individu en exprime l'idée de manière singulière. C'est pour éviter les frictions que nous avons inventé des règles. La diversité des interprétations de la liberté entre les individus a rendu nécessaire l'établissement des règles collectives, des lois et des normes. Ceci expliquant l'existence de conceptions très différentes en matière de projets collectifs et par conséquent, différentes idéologies. Oui, la conception de la liberté peut influencer la formulation de différentes idéologies. Justement, que penser de l'affirmation d'un passage dans une ère post-idéologique? Avons-nous atteint le consensus collectif ou bien est-ce une façon d'imposer l'hégémonie d'un modèle unique? Les partisans de la post-idéologie soutiennent que les idéologies traditionnelles sont dépassées et qu'elles ne sont plus capables de répondre aux défis du monde moderne. Et les critiques de la post-idéologie soutiennent que c'est une illusion. Ils affirment que les idéologies traditionnelles sont toujours présentes, mais qu'elles se manifestent de manière plus diffuse et moins visible. Ils affirment également que la post-idéologie est une façon de justifier l'hégémonie d'un modèle unique, celui du capitalisme néolibéral. Le mensonge dominant porte moins sur les parties que sur le tout. Le mensonge, c'est le tout, et le tout d'abord. Une citation de Günther Anders tirée de son livre L'obsolescence de l'homme. À propos d'hégémonie, l'économie de marché a bien réussi à s'imposer à la planète entière au point de donner l'impression d'avoir une légitimité naturelle. Effectivement, l'économie de marché s'est largement répandue, mais cette prédominance qui peut sembler intrinsèque entraîne ainsi l'illusion d'une caractéristique naturelle alors qu'elle résulte de choix politiques, de systèmes de valeurs et de relations de pouvoir. Il existe d'autres modèles économiques qui peuvent être plus justes et plus durables. Il s'agit bien d'une idéologie qui a fini par se rendre indispensable, non? L'expansion de l'économie de marché, particulièrement sous la forme du libéralisme économique, avec les principes du marché libre, de la libre concurrence et de la minimisation de l'intervention de l'État, peut être considérée comme une idéologie qui s'est imposée à l'échelle mondiale. Le libéralisme est d'abord une philosophie politique? C'est une philosophie politique qui promeut des principes tels que la liberté individuelle, y compris la liberté économique, la démocratie et la primauté du droit. Il existe de nombreuses variantes du libéralisme. Son histoire est liée à l'essor des empires européens? Les idées libérales ont commencé à émerger en Europe au XVIIe siècle. L'histoire du libéralisme est étroitement liée à l'évolution des sociétés occidentales, notamment à l'essor des empires européens, à l'émergence du capitalisme et aux périodes de colonisation. Les idées du libéralisme sont en partie une réaction à l'absolutisme, un système politique dans lequel le pouvoir est concentré entre les mains d'un monarque. Il faut chercher les origines du libéralisme du côté de l'Angleterre. Oui, avec Adam Smith et son ouvrage majeur, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, publié en 1776, qui est considéré comme l'acte de naissance de l'économie politique moderne. Liberté économique, libre concurrence, division du travail, c'est une culture de marchands. L'émergence du libéralisme économique en Angleterre est associée à une culture qui valorise l'activité commerciale et l'échange de biens et de services, une société ouverte et cosmopolite dans laquelle les individus sont libres de faire des affaires et de se déplacer. Ces principes ont ultérieurement eu des répercussions majeures sur le développement du capitalisme, non? Ils ont, en effet, catalysé l'émergence de la bourgeoisie en tant que classe dominante. On parle de bourgeoisie parce qu'elle vit dans les villes, mais c'est bien le commerce qui a fait sa fortune. Le terme bourgeoisie est associé à une classe sociale urbaine, mais son ascension est largement liée à des activités commerciales prospères. Au cours de la transition vers l'économie capitaliste, la bourgeoisie a joué un rôle central dans le commerce, l'industrie et les activités financières. Les membres de la bourgeoisie ont accumulé leurs richesses grâce à leur participation active dans ces domaines économiques, ce qui a contribué à redéfinir les structures sociales et économiques des sociétés occidentales. La Révolution française est contemporaine de l'émergence du libéralisme. La Révolution française a eu une influence significative sur la propagation des idées libérales, avec l'émergence de débats sur la liberté individuelle, l'égalité et la propriété. Elle a joué un rôle majeur dans la promotion des idéaux, et notamment les droits de l'homme,
et elle a marqué la transition vers des principes démocratiques. Une révolution sur le dos du tiers-État. La bourgeoisie a joué un rôle central dans le renversement de l'ordre établi et la promotion des idéaux révolutionnaires, et le tiers-État, composé principalement de travailleurs et de paysans, a souvent supporté le fardeau des luttes et des changements socio-économiques. Les droits de l'homme. Égoïste, dira Marx dans Les eaux glacées du calcul, 50 ans après la Révolution française. Karl Marx propose une alternative aux droits de l'homme. Il propose une société dans laquelle les individus sont libres et égaux, mais dans laquelle ils sont également conscients de leur appartenance à une communauté. Dans cette société, les droits de l'homme seraient fondés sur l'intérêt général, plutôt que sur l'intérêt individuel. Dans un contexte où le rôle traditionnel des religions dans la préservation de la cohésion sociale perd de son influence, peut-on considérer l'importance accordée par Marx au collectif comme une façon de contrebalancer la montée de l'individualisme? Cette vision peut être perçue comme une réponse à la montée de l'individualisme caractéristique des sociétés libérales. Avec le déclin de l'influence des religions dans la sphère publique, Marx propose une approche qui remet l'accent sur la communauté et l'intérêt général comme base pour les droits et les relations sociales. Le déclin de l'influence religieuse peut avoir des implications sur la manière dont la morale est perçue et intégrée dans la société, non? Les religions jouent un rôle central dans la formulation et la transmission des normes morales. Avec leur affaiblissement, on observe l'apparition de nouvelles sources de légitimation. La morale fonctionnant au fond comme une boussole. La morale peut être considérée comme une boussole pour guider les choix individuels au sein d'un catalogue des valeurs.